Et ce n'est qu'au bout de 2-3 mois que la lettre est arrivée d'Air Afrique, qui me proposait un stage à Abidjan. Voilà l'origine de mon départ pour le centre de formation d'Air Afrique en 1970, avril précisément. C'était le début d'une très longue aventure jusqu'en 2002, la fin d'Air Afrique. Donc je suis resté quand même 32 ans dans cette compagnie avec un parcours assez diversifié. Quelle est la plus grande erreur que font les leaders? Nous sommes sur l'autre tableau maintenant. Alors, beaucoup d'erreurs. C'est d'abord négliger le ressenti des autres, de l'équipe. Il y a quelque chose en l'humain, quel que soit ton niveau professionnel, tu aimes quand même voir que la hiérarchie donne de la valeur à ce que tu fais, quand c'est bien fait, évidemment. Et si c'est mal fait, il est assez généreux pour descendre à ton niveau et t'aider à améliorer ce que tu fais. Exact. Pas du genre, tu es nul, non, pas du tout. Ok. Et beaucoup de leaders font cette erreur de s'isoler d'abord. Ils sont dans leur tour d'ivoire. D'abord par orgueil. Ils ne veulent pas se mélanger aux autres, comme on dit. Alors ça, c'est une grosse erreur, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on ignore. Ouais. Et quand on prend des décisions qui sont belles sur le papier, mais qui doivent être exécutées par des humains, il faut absolument s'assurer que les humains suivent dans la conception. On me dit, les gens de la BAC ont une association, un club qu'ils appellent Toastmasters. Et j'ai été les voir. Et là-bas, on peut corriger les dons. D'ailleurs, je t'invite samedi prochain. Je suis allé et depuis, je suis resté. C'était en 2001. 2000 jours. Ok. Simplement parce que j'avais découvert justement qu'en termes de prise de parole en public, en termes de leadership, en termes d'ambiance, comme on dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas son deux. Quand il dit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Puisque l'enseignement classique que nous connaissons, c'est qu'il y a un leader, un enseignant et puis des apprenants. Alors que Toastmasters, non, c'est pourquoi on l'appelle club d'ailleurs. À tour de rôle, tu peux être celui qui tient un discours, ensuite tu es grammairien, ensuite c'est toi qui évalues quelqu'un d'autre, ce même quelqu'un d'autre va t'évaluer demain, etc. J'ai trouvé ça formidable. Et surtout le fait que tout cela est animé de ce désir de voir tout le monde réussir. On n'en trouve pas souvent à travers le monde. Bien au contraire, les gens font preuve de méchanceté, de manque de collaboration. Effectivement. C'est comme ça que j'ai découvert le Toastmasters, c'était en 2000. Je crois officiellement, je suis Toastmasters depuis 2001. Et quand je suis rentré définitivement au Sénégal en 2007, je me suis dit, ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, je suis très étonné que ça n'existe pas au Sénégal. C'est ainsi que j'ai rassemblé quelques amis, dont Pépé Magadouad et des autres, que l'on voit défiler dans les différentes cérémonies. Et nous avons eu notre charte en 2008. Comment un leader doit communiquer? Quelle est justement l'importance de la communication alors dans le leadership? Alors, j'ai parlé tout à l'heure du leader qui, pour faire fonctionner sa structure, mais encore plus, s'il doit conduire un changement pour que les gens viennent justement adhérer à une nouvelle vision, ce plan, il doit le communiquer. Pas seulement sous forme de note de service, mais il doit l'exposer. Très bien. Il doit, comme le Toastmasters nous en donne les ficelles d'ailleurs, il doit convaincre. Il doit se faire convaincant. Il doit maîtriser son sujet. Pour justement que le rudiment de la communication, qui consiste d'abord à bien
faire sortir de sa tête ce qu'on veut dire et que ça vienne entier vers l'autre, que ceci au moins soit assuré, mais de la meilleure des manières, de façon engageante, de telle façon que la personne qui reçoit non seulement est convaincue techniquement, mais se dit, ce gars-là me veut du bien. Parce que ce qu'il expose, c'est pas sorti de nulle part, il a travaillé, mais en plus, il veut que je fasse partie de l'aventure. Parce qu'il est conscient que sans le staff, il ne peut pas aller, il ne peut pas réussir. C'est pas possible. Donc, la communication est fondamentale. Et les spécialistes nous disent justement que quand vous avez un objectif, un projet dans la société, estimez que vous avez suffisamment communiqué, du moins vous avez atteint le bon niveau de communication, que vous allez continuer. Le corps, il est important. Il est important parce que c'est ce qui permet en fait d'accomplir toutes les tâches. Très bien. Si vous n'êtes pas prêt tous les jours à sauter dans un avion pour aller à Hong Kong ou à New York, etc., parce que vous avez une santé, vous vous déplacez difficilement, évidemment, il y a un handicap. Donc le corps, il est important, c'est un véhicule que l'on utilise. Et pour cela, il faut qu'il soit comme une machine prête à fonctionner. On ne demande pas de faire du sport de haut niveau. Si vous pouvez le faire, c'est très bien. Bienvenue dans Croissance Explosive. Nous recevons un leader dont le parcours traverse plusieurs décennies d'histoire du transport aérien africain. Un homme qui a contribué à la stratégie, au marketing et à la gestion d'une des plus grandes compagnies aériennes du continent, mais aussi un formateur, un bâtisseur, un pionnier, un imam et surtout le fondateur du tout premier club Toastmasters du Sénégal. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans notre tout premier épisode de cette émission Croissance Explosive. Aujourd'hui, nous allons parler de transport aérien, de leadership, de communication, de transmission intergénérationnelle et surtout de croissance explosive. Nous avons comme invité un grand homme, Pépé Mansour pour les plus intimes. Monsieur Pépé Mansour Diop, vous totalisez 50 ans de transport aérien. Dites-nous comment un jeune Sénégalais a pu entrer à l'époque dans ce secteur très fermé. Merci d'abord, cher Moussa, de me recevoir comme premier invité dans cette série de podcasts. Il y a peut-être 2 mois, je crois, que l'Université de Dakar a connu beaucoup de perturbations. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup pensé au pavillon F, je crois, où j'étais à l'époque. 68, 69 également. Et on est venu nous sortir de là-bas. On était en maths physique. Et je me souviens encore qu'avec quelques amis étudiants, nous avons dit, bon, ça suffit comme ça, allons chercher du travail. On verra l'université plus tard. Et nous sommes allés en ville, chez Bata, je me souviens, qui était au coin de la rue de la place de l'Indépendance. Il dit, ah non, il n'y a pas de travail ici. On voit Air Afrique de l'autre côté de la place de l'Indépendance, on y va. Et on dit, ah si, il y a des possibilités. Et c'est ainsi que, pour être court, je me suis inscrit pour un concours de steward et hôtesse, qui devait se tenir peut-être dans le mois qui suivait. J'en suis sorti major, et je me souviens toujours, paix à son âme, Mamadou Sadeh, qui était un des patrons du personnel navigant commercial, m'a appelé, m'a mis de côté et m'a dit, écoute, je ne te dirai pas que steward, c'est pas bien, puisque moi-même, ça fait des années que je bourlingue en tant que steward.
Mais je pense que tu peux faire mieux. Je te propose d'attendre qu'Air Afrique te convoque pour autre chose. J'ai dit oui, j'avais confiance. Et au bout de 3 mois, pas de nouvelles. Alors que mes amis d'enfance, quelques-uns, étaient de ce concours, commençaient à voler comme steward. Et à cet âge-là, j'avais 23 ans, je dis bon, ces gens-là, ils n'ont pas été sérieux. Allez, je vais aller enseigner. L'université, ça marche toujours pas. C'est comme ça que je me suis retrouvé comme professeur de sciences ou maths quelque part à Kaolack. Et ce n'est qu'au bout de 2-3 mois que la lettre est arrivée d'Air Afrique qui me proposait un stage à Abidjan. Voilà l'origine de mon départ pour le centre de formation d'Air Afrique en 1970, avril précisément. C'était le début d'une très longue aventure jusqu'en 2002, la fin d'Air Afrique. Donc je suis resté quand même 32 ans dans cette compagnie avec un parcours assez diversifié, comme tu as pu le voir sur la note que je t'avais envoyée. Oui. Donc voilà, je me retrouve comme jeune Sénégalais à Air Afrique, prestigieuse compagnie à l'époque multinationale, Quand même. une dizaine d'États membres, avec tout un parcours peut-être que j'aborderai par la suite. Merci, ça doit vous faire une grande nostalgie de savoir que jusqu'à présent, l'Afrique peine à avoir une compagnie qui a l'envergure d'Air Afrique. Absolument. Mais après avoir travaillé dans cette compagnie, aujourd'hui, que représente cette compagnie d'ailleurs dans le transport aérien africain? Alors je rappelle quand même que Air Afrique a fini son parcours en 2002, il y a 24 ans. Certains de mes étudiants à l'ISM n'étaient pas encore nés quand je leur parle d'Air Afrique. Ça ne nous rend pas jeunes. On en a entendu parler. Effectivement, c'est une compagnie qui a volé pendant 41 ans. 41 ans. Et aujourd'hui, la durée de vie de nos compagnies dites nationales, comme au Sénégal, évidemment, c'est largement de cela. Donc, que représente Air Afrique dans tout cela? Souvent, on est un peu nostalgique, c'est vrai, mais cela ne nous empêche pas d'être très objectifs. J'en veux pour preuve, il y a quelques années, peut-être 3-4 ans, comme je me mets toujours à jour, hein. J'ai passé un master en Sustainability in Air Transport Management dans une business school espagnole qui s'appelle ITA Aérea. Et dans la thèse que j'ai développée, je prenais justement, je l'appelais d'ailleurs le transport aérien en Afrique de 1960 à nos jours. Ok. Et pour bien avoir les bonnes références, j'ai d'abord pris Air Afrique, multinationale. Ensuite, j'ai pris 2 pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, pour analyser dans chacun de ces 2 pays, depuis 1960, quelle a été la succession des différentes compagnies nationales. Air Afrique d'abord, depuis 1960 évidemment jusqu'en l'an 2002, avec son développement, sa flotte, son réseau, les différents leaders qu'il y a eu à la tête de la compagnie. Nous aurons parlé de leadership tout à l'heure. Les succès, les difficultés, mais également les échecs en toute objectivité. Très bien. Et côté Sénégal, par exemple, j'ai pris depuis la Sonatra, qui était Air Sénégal, ancêtre d'Air Sénégal. Ensuite, on a eu Asie, Air Sénégal International, qui a disparu. Ensuite, il y a eu Sénégal Airlines, qui a disparu. Et enfin, la compagnie actuelle, Air Sénégal SA, qui a pris la relève depuis 2019, 2018 d'ailleurs, la création, et qui rencontre beaucoup de difficultés, comme tout le monde le sait. Côté Côte d'Ivoire, ça n'a pas été plus reluisant.
On a eu d'abord le GATL, qui était le groupement aérien de transport et de liaison. C'était des avions de l'armée, enfin des pilotes de l'armée en tout cas. C'est ce qui faisait Air Ivoire en fait. Ensuite, il y a eu Air Ivoire. Ensuite, il y a eu, après des difficultés, la nouvelle Air Ivoire. Quelques difficultés plus tard, nous avons jusqu'à présent Air Côte d'Ivoire. Et donc, quand on regarde Sénégal-Côte d'Ivoire, qui sont des poids lourds quand même dans l'UEMOA, c'était de bons exemples à prendre pour le développement des compagnies nationales avec beaucoup de difficultés. Tous les détails sont dans le document, évidemment, mais il s'agissait surtout, après cette partie historique, qui part de 1960 à nos jours. Je crois que j'ai dû faire ce master en 2022. C'est récent. Voilà. Il s'agissait d'en tirer des leçons. Valoriser tout ce qui a été succès. Les échecs, on en apprend. Évidemment, le leadership en parlera également. Et donc, de dire qu'est-ce que nous devons faire maintenant. Faut-il juste dormir sur nos lauriers ou nous nourrir de nostalgie ou bien faut-il être plutôt dynamique? Et je me suis dit qu'il fallait être dynamique. Très bien. On ne peut pas rêver aujourd'hui de faire avec le même élan des différents États au lendemain des indépendances où tout le monde se tapait sur le dos, nous sommes frères, nous allons créer ensemble une compagnie aérienne. Aujourd'hui, c'est différent. En revanche, comme ça se fait à travers le monde, il y a des pistes de collaboration que les compagnies sérieuses utilisent aujourd'hui. Et dans ce document, je listais ce qui va, par exemple, de la négociation coordonnée du carburant, parce que le carburant, parlons-en un peu avec ce qui se passe au Moyen-Orient, vous avez vu que le baril, il flambe. Simplement parce que le carburant, il représente quand même, dans nos États ici, en Afrique, entre 35 et 40%, peut-être même 45% des frais d'exploitation. C'est énorme. En Europe, c'est moins que cela. C'est peut-être entre 25, 30. Donc, dans l'exploitation d'une compagnie aérienne, c'est extrêmement important. Mais il suffit simplement que deux compagnies comme Air Sénégal et Air Côte d'Ivoire se mettent ensemble pour négocier ensemble les volumes de carburant nécessaires dans l'année pour réaliser tout de suite des économies d'échelle peut-être de l'ordre de 10 à 15%. Très bien. Penser ensemble les types d'avions, donc la flotte qui va servir pour pouvoir justement se soutenir les uns les autres. Penser à une formation commune des pilotes d'avions, un pool de pièces détachées. C'est autant de pistes qui ont été rappelées. Il y en a beaucoup plus que cela, hein. Peut-être il y a une quinzaine de pistes, mais qui ont l'avantage de pouvoir être mises en œuvre immédiatement. Et toute la différence est là, mais avec des gains immédiats. Donc, c'est une conduite du changement dans ce que nous faisons aujourd'hui qui peut se révéler tout à fait utile avec les difficultés qui sont rencontrées et que rencontrent aujourd'hui nos compagnies nationales. Donc, Air Afrique, c'est un peu ça, c'est tirer les leçons, les appliquer aujourd'hui, mais en étant suffisamment réaliste pour savoir que tout a changé. L'histoire de nos États, la gouvernance dans nos États, les relations politiques, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était en 1960, où un président Senghor, président Houphouët-Boigny, se mettaient ensemble et décidaient pratiquement pour les autres. C'est fini ça. Voilà, donc on peut tirer expérience, leçon de cette expérience-là et l'appliquer de façon heureuse aujourd'hui. Ça a été l'objet de ce document. Dont j'ai publié quand même quelques larges extraits dans Le Soleil qui m'avait interviewé l'année dernière, vers le mois d'avril ou juin. Très bien, bravo. En tout cas, à votre âge, c'est très inspirant de continuer à apprendre
Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour apprendre, continuer à se bonifier. Mais vous avez dit tout à l'heure dans votre réponse cette nécessité de collaborer entre les compagnies africaines. C'est l'élément essentiel, la leçon principale à tirer de la mésaventure entre guillemets de Air Afrique. Ce qui m'amène à vous poser une question qui est une transition de votre réponse peut-être. Quel est aujourd'hui l'avenir du transport aérien en Afrique de manière générale et de manière particulière au Sénégal, compte tenu justement des difficultés que rencontre Air Sénégal? Alors, d'abord, je dirais que au plan de l'organisation économique du monde aujourd'hui, on ne peut pas se passer de compagnies aériennes, évidemment. Très bien. Non seulement le déplacement des personnes, même si bien des choses se traitent aujourd'hui en ligne, mais pas exclusivement en ligne, mais en ligne, on ne peut pas envoyer des composants électroniques, etc. Donc toute la haute technologie qui aujourd'hui prend l'avion. Pourquoi? Parce que les délais sont très, très courts. Ce n'est pas le bateau qui, surtout s'il doit traverser le détroit d'Ormuz. Oui, quand même. Ça, c'est encore autre chose. Donc, il faut d'abord savoir qu'une compagnie aérienne est nécessaire. Maintenant, faut-il créer une compagnie aérienne et la faire fonctionner à perte? Évidemment, non. Je dis souvent dans les interviews qu'il faut savoir qu'une compagnie aérienne est d'abord une société. Et une société a ses règles de fonctionnement. Business plan, bien fouillé, bien partagé. Sur le papier, c'est rentable et en ce moment-là, on se lance parce qu'on a le financement, les gens ont confiance, etc. Oui. Comme dans n'importe quelle société de toute façon. Mais, vu la taille très modeste de nos marchés, le Sénégal, on fait beaucoup de bruit, mais on est 18 millions. Que ça. Que ça. Même si on est 18 millions, il aurait été possible, avec une compagnie performante, de faire jouer ce qu'on appelle le hub, c'est-à-dire un passage plus ou moins obligé au Sénégal, exact. Mais avec une escale intéressante, parce que pendant quelques jours, le tourisme nous permet, nous donne de quoi nous occuper, un peu comme le genre Dubaï. Dubaï, aujourd'hui, il y a une destination. Dubaï, les gens y vont parce que ils ont beaucoup travaillé pour que les gens trouvent un intérêt à passer plusieurs jours, quelquefois une semaine ou deux à Dubaï. Nous avons le potentiel ici. Là. Moi, quand j'envoie des amis des photos, des vidéos des îles du Saloum, ils me disent c'est où ça? Au Sénégal? Non, le Sénégal c'est juste les plages. Non, il y a autre chose. Mais en plus de cette destination locale, Sénégal, le Sénégal est géographiquement bien placé pour prétendre prendre des gens d'Amérique du Nord, du Sud, qui viennent ici après 6-7 heures de vol, après un séjour continu sur le Moyen-Orient, ou l'Extrême-Orient, ou même l'Europe. Beaucoup de compagnies se sont développées comme ça. Prenez le cas de Ethiopian Airlines. Destination Éthiopie, sur tous les vols qu'ils font, c'est peut-être du 10% et encore. Tous les autres, en fait, ils changent d'avion pour aller ailleurs. Donc, dans le transport aérien, il y a la possibilité d'avoir ces deux marchés, le local, mais également le hub, où les gens ont intérêt à venir, ont plaisir à venir et à continuer. Mais cela demande beaucoup de moyens, c'est-à-dire qu'il faut une compagnie qui a suffisamment d'avions, où le client est réellement au centre des préoccupations, où le tourisme, pas juste ceux qui ont comme métier le tourisme, mais même la population d'une manière globale va appliquer la teranga dans toute son ampleur. Ce que nous pouvons mettre en avant, puisque ce n'est pas inventé, c'est dans nos gènes, c'est dans notre culture, etc. C'est vrai. Il y a beaucoup de travail. C'est juste pour dire qu'il y a un potentiel fou. Mais il faut des moyens, parce que le transport aérien, ça demande quand même des moyens. Un avion, quand j'avais les étudiants, quelquefois, je dis,
À votre avis, un avion, ça coûte combien? Ils disent, ah oui, un avion, comment? Je dis, ben, un avion comme, allez, on va dire le A330 d'Air Sénégal. Alors il dit, oh, peut-être 1 milliard quand même. Hein. Alors, et toi? Ah, il exagère, peut-être 500 millions. Mais un avion comme ça, il va coûter facilement peut-être 200 millions de francs CFA. Ok. C'est énorme. C'est énorme. Même les avions, les Boeing 737, les Airbus A320, 250 places à peu près, ce sont des avions qui vont coûter entre 60 et 80 millions de milliards. Je parle de milliards. Milliards, Qu'est-ce milliards, que j'ai oui, parlé de milliards, millions? oui, de milliards. Okay. Non, je parle de 200 milliards, oui. Ah ouais, 200 milliards. Quand même. Oui, 250 milliards. Et l'Airbus ou A320 et autres, les avions moyens, il faut compter dans les 60-80 milliards de francs CFA. Quand c'est en seconde main, c'est un peu moins, etc. Mais bon, il y a d'autres soucis pour ça. Mais simplement pour dire qu'il faut les moyens. Ouais. Et ça, c'est l'achat. Bon, bien sûr, il y a des modèles d'affaires, des business models qui ne t'obligent pas à acheter l'avion, mais à louer, parce qu'il y a des compagnies qui se sont installées à travers le monde, dont le business model, c'est d'acheter des centaines d'avions modernes et les places chez les compagnies. Donc aujourd'hui, il y a des compagnies qui ne possèdent pas d'avions en propre et qui s'en sortent très bien parce qu'ils l'ont intégré dans leur business plan. Évidemment. Donc il y a des choses à faire, mais dès qu'on parle d'aller emprunter un peu d'argent pour financer un business plan, il faut avoir aussi la bonne signature. Hein. Donc, c'est là que les pays africains ont justement intérêt à se mettre ensemble. Mais pris individuellement, c'est difficile. À l'époque, Air Afrique finançait ses avions à travers Exim Bank des États-Unis, mais avec la garantie du Sénégal. Et des années plus tard, la Côte d'Ivoire est venue se joindre à cette garantie et ils ont été les deux seuls États à financer les achats d'avions d'Air Afrique. Donc, il y a une carte à jouer. Maintenant, quand on passe au niveau fonctionnement, parce qu'il y a beaucoup de pertes dans nos compagnies aériennes, on a beaucoup de disparitions. Là aussi, on revient simplement aux règles de gestion d'une société, quelle qu'elle soit. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Laisser la compagnie fonctionner selon les règles de l'art, mais pas sous la pression des politiciens. Et de diverses parties prenantes qui ont des intérêts qui n'ont rien à voir avec ceux de la compagnie. Donc je ne perds pas espoir. Je pense qu'on va y arriver. Inch'Allah. À vous entendre parler, on sent nettement que l'aviation, le transport aérien, c'est une histoire de gros sous. Mais à vous écouter également, on sent l'expérience, l'expertise, mais surtout la passion par rapport à la matière, c'est normal. Justement, que diriez-vous, que conseillerez-vous un jeune passionné qui veut entrer dans ce secteur du transport aérien? Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans ce secteur du transport aérien, c'est d'abord un endroit de très haute technologie. Dans tous les domaines, que ce soit la maintenance des avions, que ce soit la conduite des aéronefs, c'est très sophistiqué maintenant avec l'environnement, l'intelligence artificielle y fait également, qui facilite les prises de décision rapides avec les éléments. À l'époque, moi je suis entré dans la compagnie, j'avais 23 ans, et quand je faisais le plan de vol d'un avion, c'était quand même aller à la SECNA, prendre la carte météo, poser sur la table, prendre un compas, une règle, l'équerre, avec un peu de trigonométrie, tracer la route, etc., faire des calculs manuels. Aujourd'hui, vous donnez juste quelques inputs, ce que vous dit, et puis à la sortie, l'ordinateur vous donne le plan de vol. Donc ce sont des choses qui évoluent. Souvent, je taquine mon fils qui est commandant de bord sur un avion aussi prestigieux que le 777.
J'ai dit, écoute, quel point je vois avec lui comme passager, évidemment. J'ai dit, finalement, vous ne faites rien. Tous les calculs sont faits. Tout est devenu plus facile. Bon, donc, c'est un domaine de très haute technologie. Au niveau de la conception des avions, au niveau de leur maintenance, au niveau de leur conduite, au niveau de leur assistance au sol. Là aussi, la façon dont on assiste les passagers, les enregistrements, tout est organisé de façon à ce que tout soit bien huilé. Et c'est pour quelqu'un qui est organisé et qui veut réellement avancer, je pense que c'est un domaine que je recommande. Et il y a plusieurs secteurs dedans. De la conception des avions à la maintenance, à la conduite, à l'exploitation, parce que le transport aérien en tant que tel, assurer une exploitation rentable, il y a tout le côté marketing, évidemment, qui est sans limite, beaucoup d'innovation, beaucoup d'expérience client, mais il faut être engagé. Ouais. Ce n'est pas vraiment pour un bureaucrate. Ouais. Ouais. Donc, je conseille, puisque c'est une activité pérenne de toute façon, pas au niveau de la société qui peut disparaître, mais en tant qu'activité mondiale, dites-vous qu'aujourd'hui, chaque année, les références de l'année dernière, on transporte environ 4 milliards et demi de passagers. De passagers, 4 milliards. C'est énorme. Oui, c'est énorme quand même. Après Covid, évidemment. Il y a eu le ralentissement. Quand les gens sont confinés, ils ne voyagent pas. Ouais, exactement. Ça, c'est vrai. J'imagine que tout ceci demande beaucoup de management, beaucoup de leadership. Ouais. Et vous avez eu à diriger énormément d'équipes à travers l'Afrique, à travers le monde même. Quelle est la qualité numéro 1 d'un bon leader? Alors, un bon leader n'est pas là que pour lui-même. C'est facile quand on est nommé directeur pays ou directeur au niveau central d'un département, marketing et vente ou autre, ou département programme que j'ai dirigé quand même pendant 10 ans. Et c'est un peu la colonne vertébrale parce que c'est là qu'on conçoit toutes les lignes, l'utilisation des avions. Et c'est sur ça que les gens se basent après pour monter le budget de la compagnie, pour voir de quoi on a besoin pour fonctionner l'année. Et puis suivre les recettes, etc. Mais ce que j'appelle être là pour soi-même, c'est être tellement content d'être à un poste de responsabilité que l'on n'arrête pas de se frapper la poitrine, de rouler les mécaniques, en oubliant que le bon leader, c'est justement celui qui finit par pouvoir pratiquement être devant un tableau de commande mais où il y a des alertes, il y a des indications. À tout moment, il sait à peu près comment les choses se passent. Mais ce sont les collaborateurs qui ont justement cette autonomie et qui ont des résultats à atteindre. Et qui, eux, à leur tour, sont tellement fiers de ces responsabilités que quand vous les réunissez, mettons, une fois par semaine, comme moi je le faisais à l'époque, ben, chacun vient et chacun est fier de ses réalisations, mais qui entre quand même dans un objectif global. Ceci doit être cohérent. Mais à l'intérieur, chacun a sa petite autonomie. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, au point que mes collaborateurs, je donne un exemple, quand j'étais à la tête du département marketing et vente, j'avais 7 collaborateurs, je crois, qui eux-mêmes étaient chefs de service avec du personnel sous leurs ordres. Et chacun d'entre eux, que ce soit celui qui était chef publicité ou celui qui était, mettons, chef des ventes et qui organisait des réunions de vente sur les marchés à travers le monde. Il y avait quand même une trentaine de destinations d'Air Afrique où on était représentés. Il fallait animer ces marchés. Mais ils ont tellement bien fonctionné que ça peut être anecdotique, mais ça répond bien à ta question. Je me souviens, dans les dernières années d'Air Afrique, peut-être 2 ans avant la fin d'Air Afrique, le chef d'État avait dit
on va créer ce qu'ils appelaient une société de défaisance, qui en fait, ce serait une société qui gérerait le patrimoine d'Air Afrique. Ensuite, on va créer parallèlement la nouvelle Air Afrique. C'était un projet confié à Feu Konan Bani, qui a été patron de la Banque centrale. Et je me souviens, on avait une mission importante en France, et on était peut-être un vol de nuit, et on était assis là dans l'avion à bavarder, justement sur l'avenir de la compagnie. Et on parlait de ces deux projets, société de défaisance et création de la nouvelle Air Afrique. Et je disais à mes amis, oui, c'est une bonne chose. Bon, d'autant plus que si cette nouvelle Air Afrique voit le jour, je mettais des si, parce que connaissent un peu la mentalité, quand on est multinational, c'est pas évident. J'ai dit, ce serait bien que nos collaborateurs actuels soient aux commandes. Et que nous soyons des conseillers. C'est des gens que nous connaissons leurs capacités, ça fait des années qu'on travaille avec eux. Moi, en tout cas, pour ceux qui sont mes propres collaborateurs, j'ai confiance, je sais qu'ils peuvent prendre la direction, que ce soit au niveau marketing et autres. Vous savez ce que mes collègues, j'étais mis en minorité, ils m'ont dit, mais Mansour, tu rêves. Sans nous, la compagnie tombe. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, c'est des leaders, mais ils estiment que sans eux, il n'y a pas de compagnie. Alors, j'ai dit non, quand on est leader, c'est qu'on s'est assuré que nos collaborateurs, nous aurons toujours peut-être une longueur d'avance, c'est clair, en termes de management global, en termes d'expérience, d'ancienneté. Mais pour le boulot qui est demandé, mes gars-là, ils savent le faire. Et moi, si je suis pris comme conseiller à durée déterminée, pendant un an, les accompagner, je sais que d'abord, sans moi, ils le feraient bien, mais avec moi, ils le feraient peut-être encore mieux. Mais ce n'est pas du tout la mentalité des gens qui sont des alter-ego. Ils étaient directeurs, chefs de département, etc. Alors j'en parle parce que quand on est revenu de mission, nous avons dîné chez l'un d'entre eux, et ils sont revenus sur l'affaire en me disant, mais j'espère que tu as changé d'avis. Je dis, mais pas du tout. C'est que j'y crois. Et effectivement, le leader, il doit pouvoir préparer ses collaborateurs à être des leaders. Exactement. Et ça, ce n'est pas facile à concevoir dans la tête de quelqu'un qui n'est pas suffisamment averti, de quelqu'un qui n'est pas assez généreux pour savoir que c'est une chance d'animer une structure comme ça. Mais le plus grand rêve d'un bon leader, c'est de savoir que si demain, pour une raison ou une autre, il est affecté ailleurs, ça va le transport aérien, il va aller faire autre chose, ou il va aller dans une autre compagnie, il y a des gens là avec qui il a travaillé qui, au pied levé, peuvent prendre les marches. Donc, c'est ma conception du leadership. Cela demande évidemment beaucoup de communication. Très bien. C'est-à-dire, pas seulement avec les collaborateurs immédiats. Moi, je me souviens, mon premier poste comme directeur pays hors du siège, c'était le Burkina. Quand j'allais à l'aéroport et que j'allais à l'avion et que je demandais à monter dans la soute pour voir comment mes gars là, ils travaillent avec les valises et tout. Non, patron, c'est dangereux. Je dis non, pas du tout. Après, ils ont dû se dire, bon, il vient d'arriver, il fait du chaud. Mais tout le temps que j'étais là-bas, je montais dans les soutes. Et puis finalement, ça leur fait plaisir. Et ils font mieux le travail parce qu'ils disent, ok, ce travail de manutentionnaire que nous faisons, il est valorisé. En fait, le patron, lui-même, il monte dans la soute. Et les gars, du coup, ils font plus attention pour les bagages perdus, les bagages spoliés, tout ça, ils font plus ça. Donc, pour répondre à cette question, c'est bien cela. Il faut un engagement, il faut une implication. Et il faut beaucoup de générosité. Mais pas du genre, après moi, le déluge. Intéressant. C'est comme qui dirait que la meilleure qualité d'un leader, c'est de se focaliser sur le leadership de service. Ne pas centrer les activités sur soi-même, mais centrer plutôt ses
appréhensions sur les autres. Comment je peux les aider? Comment je peux les aider à croître, à avancer, à aller de l'avant? Absolument. Que nous connaissons maintenant quelques qualités d'un bon leader. Quelle est la plus grande erreur que font les leaders? Nous sommes sur l'autre tableau maintenant. Alors, beaucoup d'erreurs. C'est d'abord négliger le ressenti des autres, de l'équipe. Il y a quelque chose en l'humain, quel que soit ton niveau professionnel, tu aimes quand même voir que la hiérarchie donne de la valeur à ce que tu fais, quand c'est bien fait, évidemment. Et si c'est mal fait, il est assez généreux pour descendre à ton niveau et t'aider à améliorer ce que tu fais. Exact. Pas du genre, tu es nul, non, pas du tout. Ok. Et beaucoup de leaders font cette erreur de s'isoler d'abord. Ils sont dans leur tour d'ivoire. D'abord par orgueil. Ils ne veulent pas se mélanger aux autres, comme on dit. Alors ça, c'est une grosse erreur, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on ignore. Ouais. Et quand on prend des décisions qui sont belles sur le papier, mais qui doivent être exécutées par des humains, il faut absolument s'assurer que les humains suivent dans la conception. Je suis en train de terminer une certification en stratégie business et corporate à HEC Paris actuellement. Ok. Et la conduite du changement, justement, et puis l'attitude des leaders, on est en plein dedans. J'y étais encore hier dans les entretiens, les sessions live, etc. Et c'est quelque chose qui est mondial, en fait. Ce n'est pas juste chez nous. Donc, le type de leadership, le fait que tout seul, on ne peut rien réaliser, même avec le plus beau plan sur le papier. Il faut des gens pour exécuter cela. Donc, ce qu'ils appellent la mise en œuvre de la stratégie, c'est extrêmement important. Mais elle ne peut pas être mise en œuvre de la bonne manière si les forces vives, donc les humains, n'ont pas cet engagement, n'ont pas compris, n'ont pas confiance. En général, il y a un manque de confiance qui est créé justement par l'attitude du leader. Très bien. Et du coup, les gens, ils font semblant. Moins ils en font, mieux ils se portent. Mais ils ne vous le montrent pas. C'est vrai. Et vous avez l'impression que tout va bien, jusqu'à ce que vous voyez les résultats, c'est la catastrophe. C'est vrai. Donc le leader doit éviter ce genre de fautes notamment. Ok. Pour ne pas s'isoler davantage. Absolument. Très bien, très intéressant. Parler de leadership devant Pepe Mansour, c'est parler devant quelqu'un qui est légitime, compte tenu du fait que c'est lui justement, c'est vous qui avez créé le tout premier club Toastmasters au Sénégal, un club de prise de parole en public et de leadership. Et comment ça s'est passé cette aventure à l'époque? Alors, les origines d'abord, parce que le premier club en Afrique de l'Ouest, ça a été le club Agora. Moi, j'étais à Abidjan. Disons, je suis resté 32 ans à Abidjan, mais dont 5 à l'extérieur comme directeur dans des pays pour Air Afrique. Mais revenu au siège. Mais au siège, quand j'étais justement à la tête du département marketing et vente. Très bien. Alors, un de mes collaborateurs, je dirais une collaboratrice, que je salue, Madame Sadi, qui est du Niger, qui est au Niger actuellement. Nous avions une réunion, nous devions recevoir une agence conseil en communication et on devait lui faire ce qu'on appelle le brief dans notre jargon. Donc lui exposer la situation de la compagnie, lui dire quels sont nos objectifs rêvés et l'écouter, cette agence, sur ce qu'elle peut nous conseiller, qu'est-ce qu'elle va nous donner comme projet. Après, bon, l'agence va travailler de son côté en utilisant les éléments de ce brief.
Et ce jour-là, grand honneur pour elle, je lui ai dit, bon, ils vont venir, là, c'est toi qui vas exposer. Ah, d'accord. Alors, Msani, pendant 10 minutes, vraiment, elle fait bien le travail, et puis l'agence note et s'en va. Pour aller faire le travail. Après, elle est venue dans mon bureau en me disant, alors, boss, comment ça s'est passé? J'ai dit, très bien, ils ont compris. Hein. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'inquiète. Tu as parlé 10 minutes, et pendant 10 minutes, tu as quand même utilisé 17 fois le mot donc. Je me dis, non, c'est pas possible. Alors, je lui montre le cahier où je prenais des notes. Je dis, si, je mettais un bâtonnet chaque fois que tu disais donc ceci, donc Air Afrique. Je me dis, ah non, il faut que je corrige ça. J'ai dit, ah oui, tu as intérêt. Je crois qu'elle est revenue, peut-être 2 mois après. Okay. Quand tu te souviens, quand l'agent, je dis, oui, donc là, je me souviens. Ça y est, j'ai trouvé la solution. J'ai dit, ah bon, comment tu as fait? Il me dit, les gens de la BAD. Alors, à Abidjan, Air Afrique est en face de la Banque africaine de développement. Il me dit, les gens de la BAD ont une association, un club qu'ils appellent Toastmasters. Et j'ai été les voir. Et là-bas, on peut corriger les dons. D'ailleurs, je t'invite samedi prochain. Je suis allé et depuis je suis resté. C'était en 2001. 2000 jours. Okay. Simplement parce que j'avais découvert justement qu'en termes de prise de parole en public, en termes de leadership, en termes d'ambiance, comme on dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas son deux. Quand il dit ça, ça veut dire qu'il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Puisque l'enseignement classique que nous connaissons, c'est qu'il y a un leader, un enseignant et puis des apprenants. Alors que Toastmasters, non, c'est pourquoi on l'appelle club d'ailleurs. À tour de rôle, tu peux être celui qui tient un discours, ensuite tu es grammairien, ensuite c'est toi qui évalues quelqu'un d'autre, ce même quelqu'un d'autre va t'évaluer demain, etc. J'ai trouvé ça formidable. Et surtout le fait que tout cela est animé de ce désir de voir tout le monde réussir. On n'en trouve pas souvent à travers le monde. Bien au contraire, les gens font preuve de méchanceté, de manque de collaboration. Alors effectivement. C'est comme ça que j'ai découvert le Toastmasters, c'était en 2000. Je crois officiellement, je suis Toastmasters depuis 2001. Et quand je suis rentré définitivement au Sénégal en 2007, je me suis dit, ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, je suis très étonné que ça n'existe pas au Sénégal. C'est ainsi que j'ai rassemblé quelques amis, dont Pépé Magatouad et des autres, que l'on voit défiler dans les différentes cérémonies. Et nous avons eu notre charte en 2008. Et nous avions commencé nos premières réunions à l'hôtel Croix du Sud en 2007, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de bonne humeur. Et voilà pourquoi. Parce que j'avais cette croyance dans les valeurs du Toastmasters, en termes de prise de connaissance, de générosité, de partage. Et aujourd'hui, en 2026, je suis extrêmement fier de voir que le premier club créé en 2008 officiellement, aujourd'hui il y a quoi, bientôt une quinzaine de clubs, entre 12, au moins 12 ans. Et voilà l'histoire de pourquoi le Toastmasters au Sénégal. Très bien. Quand les gens ont découvert, ils se sont engagés. Ils sont encore maintenant beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus engagés que nous autres. Nous, on est fiers quand on va à ces différentes cérémonies. Et tu en fais partie, évidemment, de ces jeunes qui ont vraiment repris le flambeau et qui continuent à œuvrer dans ce sens-là. Très bien, très bien. C'est très inspirant. Toastmaster ne fait pas seulement corriger des dons répétitifs. Il transforme des vies. Il transforme des vies. Des personnes qui ne savaient même pas aligner 3 phrases, qui finissent par être des champions de discours, des leaders d'impact. Et pour ça, on vous remercie, vous et vos collègues de l'époque, pour avoir transmis ce flambeau. Oui, Pépé Mansour, Pépé Mohamed Sek, Pépé Maguedouad, Nicole Baguidi, Hassan Sissé, le frère ennemi de Mohamed Sek, etc.
Son meilleur ennemi, comme il le dit. Le meilleur ennemi, ouais. C'est très bien. Vous l'avez touché tout à l'heure. Comment un leader doit communiquer? Quelle est justement l'importance de la communication alors dans le leadership? Alors, j'ai parlé tout à l'heure du leader qui, pour faire fonctionner sa structure, mais encore plus, s'il doit conduire un changement pour que les gens viennent justement adhérer à une nouvelle vision, ce plan, il doit le communiquer. Oui. Pas seulement sous forme de note de service, mais il doit l'exposer. Très bien. Il doit, comme le Toastmasters nous en donne les ficelles d'ailleurs, il doit convaincre. Il doit se faire convaincant. Il doit maîtriser son sujet. Pour justement que le rudiment de la communication, qui consiste d'abord à bien faire sortir de sa tête ce qu'on veut dire et que ça vienne entier vers l'autre, que ceci au moins soit assuré, mais de la meilleure des manières, de façon engageante, de telle façon que la personne qui reçoit non seulement est convaincue techniquement, mais se dit, ce gars-là me veut du bien. Parce que ce qu'il expose, c'est pas sorti de nulle part, il l'a travaillé, mais en plus, il veut que je fasse partie de l'aventure. Parce qu'il est conscient que sans le staff, il ne peut pas aller, il ne peut pas réussir. C'est pas possible. Donc, la communication est fondamentale. Et les spécialistes nous disent justement que quand vous avez un objectif, un projet dans la société, estimez que vous avez suffisamment communiqué, du moins vous avez atteint le bon niveau de communication, que vous allez continuer. Oui. Si, assis, vous réfléchissez, vous dites, je pense avoir communiqué 3 fois plus que je ne devais le faire. Oui. À ce moment-là, vous avez atteint le bon rythme, surtout quand il s'agit de changement. Très bien. Donc la communication est fondamentale. Et quand je lis toutes ces théories sur le changement, les stratégies à mettre en place, on voit le poids de la communication dans l'affaire. Vous pouvez avoir le meilleur plan du monde, si vous n'avez pas une bonne communication. Dans une société, vous n'êtes pas 3 ou 4 personnes, vous êtes quelquefois des centaines, quelquefois des milliers. C'est ça. Donc, il faut absolument un plan de communication, mais qui me rappelle beaucoup Toastmasters. Quelqu'un sorti de Toastmasters est totalement à l'aise dans ce genre de choses. Mais surtout, en tant que leader, il est convaincu du poids que représente la communication dans ce qu'il veut mener comme projet. Donc, communication, oui. Un leader qui ne sait pas communiquer a intérêt à geler les choses, aller apprendre la communication et revenir. C'est très bien. La communication est fondamentale. Pourquoi alors beaucoup de leaders ont peur justement de la prise de parole en public? Et il est établi d'ailleurs par des recherches que 3 personnes sur 4 ont peur de prendre la parole en public. Absolument, mais moi je confirme. Je confirme au niveau des différents postes que j'ai occupés. Je donne juste un exemple. J'arrive au Burkina, directeur compagnie, et puis la télévision m'appelle d'abord, disant mais est-ce que vous accepteriez qu'on vous pose quelques questions parce qu'il y a tel souci avec je ne sais plus quel tour opérateur français à l'époque. Qui accusait l'Afrique de faire de la discrimination. Je dis, ah ouais, pas de souci. Alors le gars, peut-être 2-3 secondes de silence, il me dit, mais vous êtes sûr on peut venir? J'ai dit, oui, bien sûr, il y a un problème là. Il dit, non, mais c'est que vos prédécesseurs, pour parler à la télé, non, ou à la radio. J'ai dit, ben moi je suis pas là. Mais qu'est-ce qu'il y a en dessous? Et le Toastmasters règle cela. Quand vous préparez un discours,
recherche documentaire, etc., on vous dit, mais le sujet que vous allez présenter là, il faut le maîtriser. Il faut le travailler. Vous n'allez pas vous mettre devant les copains, même si c'est des amis du club, et dire que vous allez traiter aujourd'hui de la préservation de l'environnement, alors que vous n'avez pas travaillé le sujet. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, vous ne pouvez pas vous montrer suffisamment confiant et entraîner la confiance des autres en ce que vous dites. Très bien. Et très souvent, nous sommes paresseux. Enfin, le genre humain d'une manière générale. Moins on en fait, mieux ça vaut. On a une connaissance superficielle des choses. C'est vrai. Il n'y a qu'à voir à la télévision, des plateaux. Vous êtes effaré quand quelqu'un aborde des sujets que vous maîtrisez. Le gars, il raconte n'importe quoi. et souvent, alors chaque fois, j'extrapole un peu, je dis, mais mon frère qui est médecin, prof de médecine, s'il entend une émission sur la santé, il doit s'arracher les cheveux quelque part, parce que vous avez des gens qui n'ont pas la légitimité de parler parce qu'ils n'ont pas préparé les choses. Donc, si vous n'avez pas préparé les choses, vous êtes ici pour un peu la parade, la beauté du poste, le prestige du poste, mais en réalité, comment fonctionne le transport aérien? Bon, vous en connaissez un bout, mais pas grand-chose finalement. Alors du coup, le plus facile, c'est d'éviter de parler. Et beaucoup de gens refusent, pas simplement parce qu'ils ont des problèmes devant le public, parce que le public, il est là. Vous faites une conférence de presse aujourd'hui. Nos amis journalistes le savent bien. Le sujet, c'est ça. D'accord. Mais quand ils sont là, c'est l'occasion rêvée de poser d'autres questions sur le transport. Exact. Et ce serait mal vu que vous disiez, ah oui, non, vous savez, moi, je ne suis que le représentant ici, vous me parlez de technique, etc. Non. Ou de tendance du transport aérien dans le monde, mais on ne se donne pas la peine d'aller nous instruire nous-mêmes, de mieux nous éduquer dans ce que nous faisons. Et la confiance, il y a d'autres paramètres, mais le paramètre le plus important, c'est de savoir de quoi l'on parle. Et très souvent, ce n'est pas juste la peur du public, hein, c'est la peur de ce que le public va nous poser comme question. On va vous envoyer une série de questions. Ouais, d'accord, ça trace un peu, ça campe un peu le décor. Mais dès que vous commencez, de fil en aiguille, on peut être amené à parler d'autres choses. On va dire, ah oui, ben, le 737 MAX aujourd'hui, 2 accidents, etc. Vous allez dire, ah bon, c'est quoi comme avion ça? Non, non, vous êtes du secteur, donc vous devez avoir cette culture du milieu. Donc il y a cela, bien sûr, cela n'empêche autre chose, des gens qui connaissent, mais qui ont peur de prendre la parole en public parce que l'émotion, ils vont se mélanger, ils vont faire comme s'ils ne connaissaient pas alors qu'ils connaissent. Au sein des entreprises, c'est pareil, on parle, c'est pas juste toujours le public. Vous êtes autour de la table du comité de direction. C'est vrai. Ok, on vous demande d'exposer le programme de l'été prochain, vous le faites. Ok, très bien, c'est bien fait. Mais après, on va vous dire, mais on a un souci quand même, beaucoup de retard, à telle escale, à quoi c'est dû, qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Comme les prises de parole à l'impromptu, là. À l'impromptu, oui. À l'improviste, oui. À l'improviste. Bon, alors, beaucoup de gens se disent, mon gars, pour ne pas avoir de problème, je n'y vais pas. C'est aussi bête que ça. Quand j'étais à la tête du commissariat au pèlerinage, c'est pareil. J'étais partout, dès qu'on m'appelle, j'y vais. Mes prédécesseurs, enfin certains en tout cas, ou la plupart, non, pas de problème, parce que les journalistes, là, ils vont te poser des questions auxquelles tu ne t'attends pas, etc. Bon. Donc la communication, elle est fondamentale pour un leader. Et il faut s'y préparer. C'est-à-dire que si on veut vraiment pleinement assumer ses fonctions de leader, il faut élargir le champ de connaissances et se donner les outils pour être à l'aise pour parler de ces choses. Très bien. Notre émission, notre podcast s'appelle Croissance explosive. Est-ce que cette notion, ce concept vous dit quelque chose?
Oui, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, parce que la croissance, bon, c'est au départ une notion dans les entreprises. Bon, une entreprise, c'est pas compliqué pour qu'elle puisse croître. Il faut que ses marges deviennent de plus en plus importantes. Et les marges, pour les faire croître, il y a deux solutions. Ou bien vous baissez beaucoup, vous arrivez à baisser beaucoup. Vous arrivez à augmenter vos prix de vente parce que vous avez un produit que les gens aiment bien. Vous pouvez vous permettre d'avoir ce qu'il appelle willingness to pay, donc la volonté des gens de payer en disant ça vaut le coup parce que le produit, il est bon. Et du coup, si vous arrivez à bien faire baisser vos coûts, à augmenter vos recettes parce que vous avez un produit que les gens aiment, vous pouvez vous permettre d'augmenter, les gens vous suivent quand même. Évidemment, la marge devient très importante. Alors si on arrive à doubler cette marge, quelquefois, on est déjà dans ce qu'on appelle une croissance explosive. Très bien. Parce que le chiffre d'affaires va suivre. Oui. Automatiquement. Et donc ça, il y a d'autres formules, évidemment, ceux qui parlent de différenciation, donc de faire en sorte que le produit que vous proposez soit le meilleur sur le marché. Et là, vous jouez la carte de la qualité. Mais ça va également avec cette willingness to pay du client qui dit, mais ce produit-là, de loin, il ressemble à l'autre, mais non, à l'usage, c'est pas la même chose. Comme disent les Ivoiriens dans leur publicité pour les tôles de maison, là, ils disent tôle n'est pas tôle. Et donc, la croissance, plus elle est grande, plus elle est, je dirais, hors norme. À ce moment, on peut parler de croissance explosive. Mais ça, c'est l'exemple société. Oui. Et aujourd'hui, si on doit parler du leadership, exact. On peut comparer cela à la société. C'est-à-dire le leader qui arrive difficilement à former un collaborateur qui devient leader, bon, c'est déjà pas mal. Mais s'il a cette qualité, ce talent pour transformer plusieurs de ses collaborateurs en leaders affirmés, on peut parler également là aussi de croissance explosive dans ce qu'il fait. Il n'est pas là juste pour dire je suis le meilleur des leaders, ça va, la société avance. Non. Mais surtout de former d'autres leaders. Ce n'est pas évident. Mais si on y arrive, on peut effectivement, en tout cas de mon point de vue, en partant de la croissance explosive comme notion dans la croissance des sociétés, ce qui n'est pas d'ailleurs totalement séparé. Effectivement. Parce qu'une société qui arrive à atteindre cette croissance explosive, c'est parce qu'elle a le bon leader. Et ce bon leader, ça ne sort pas des définitions qu'on a abordées un peu plus tôt, s'intéresser à cette force vive des personnels sans laquelle rien ne peut se faire. C'est très bien, c'est très intéressant d'avoir cette lecture de la croissance explosive dans les sociétés pour multiplier les profits. Absolument. Et transposer dans le leadership, ça répond exactement à la même chose. Absolument. Multiplier les leaders pour avoir une réussite plus globale, plus intéressante. Et ici, dans le podcast, au-delà du fait de révéler des leaders qui vont inspirer d'autres leaders, c'est une invitation à l'homme, à l'humain, de travailler sur ces différentes entités. Nous tous, nous sommes des personnes avec des qualités humaines, avec certaines entités. Nous en connaissons au moins 3, le corps, l'esprit et l'âme. Et c'est ce qui me permet de vous poser directement la question. Dans votre parcours, sur quoi vous vous êtes le plus penché? Sur la discipline, sur la curiosité, sur la foi?
ou sur les trois à la fois? Alors, je dirais les trois à la fois, parce que sinon, c'est bancal. C'est vrai que le corps, il est important. Il est important parce que c'est ce qui permet, en fait, d'accomplir toutes les tâches. Très bien. Si vous n'êtes pas prêt tous les jours à sauter dans un avion pour aller à Hong Kong ou à New York, etc., parce que vous avez une santé, vous vous déplacez difficilement, évidemment, il y a un handicap. Donc le corps, il est important, c'est un véhicule que l'on utilise. Et pour cela, il faut qu'il soit comme une machine prête à fonctionner. On ne demande pas de faire du sport de haut niveau. Si vous pouvez le faire, c'est très bien. Je pense à mon fils qui, lui, dès qu'il descend d'une escale quelque part, première chose, il va à la salle de sport. Moi, je dis une demi-heure par jour où je marche, où je fais du vélo elliptique que j'ai à la maison, parce que c'est un peu plus compliqué dans les rues de Dakar de marcher maintenant. Et à partir de ce moment-là, oui, c'est une façon d'entretenir ce corps qui est important. C'est vrai. Si on vous invite à un podcast, on ne sait jamais, est-ce que vous avez des migraines tout le temps, vous vous déplacez difficilement, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Vous allez faire ça au téléphone. Donc j'ai quand même cette discipline pas de sport de haut niveau, mais en tout cas quelque chose de modéré, mais de régulier. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça, c'est le corps. L'esprit, parce qu'on parle des trois, c'est ça. Effectivement. L'esprit, il faut l'entretenir, c'est-à-dire avoir une intelligence vive qui puisse réagir sans trop chercher ses mots. Évidemment, c'est toujours basé sur l'exercice de l'esprit. Est-ce que cet esprit, il dort, ou bien il est suffisamment curieux pour, dès qu'un mot est entendu, dès qu'un concept est entendu, on se précipite. À l'époque, c'était les dictionnaires. Maintenant, c'est tac-tac. Oui, d'accord. Les notions, donc il faut cette curiosité-là. Et l'esprit, il lui faut la curiosité pour pouvoir rester alerte, pour rester vif. Ça peut être la lecture. Et aujourd'hui, la technologie permet justement de faire quelque chose qui s'apparente à la lecture. C'est le fait de te faire lire un livre. Oui. Pendant que tu es peut-être en train de faire des choses mécaniques, tu suis, etc. En fait, tu gagnes doublement. C'est vrai. Et c'est une facilité. Mais si on n'a pas ces facilités techniques, eh bien, il faut lire. Il faut lire. Et lire, ce n'est pas juste lire de façon superficielle, comprendre ce qui se passe. C'est le questionnement après. Ça, c'est un point de vue intéressant de l'auteur. Est-ce que je le partage entièrement, tout en respectant sa position, évidemment. Donc, ça, quand même, convoque l'esprit sur un terrain un peu discursif. Disons, j'ai entendu telle chose, j'ai lu telle chose. Est-ce que c'est la seule voie, ou bien est-ce qu'à partir de ça, il est possible d'extrapoler et d'avoir d'autres notions? Ça, c'est l'esprit. Tu as parlé de l'âme. L'âme, oui. Alors, l'âme, au-delà de la croyance qui peut être variable d'un individu à l'autre, il y a une chose qui est commune. Une chose qui est commune à ceux qui se donnent la peine de penser à l'être humain dans sa dimension d'âme. En partant de choses, quelquefois, peut-être banales. Parlons du rêve. Mais quand vous rêvez, quand vous dormez, c'est comme si vous étiez mort, en fait. Vous n'êtes au courant de rien. Par contre, vous vivez des choses qui, quelquefois, vous guident dans la vie. Ça peut être très contextuel, ce que vous êtes en train de faire, vous dormez, vous y pensez. Donc l'âme existe en tant que dimension très spirituelle. Comment définir cette âme
et comment tracer son voyage à travers le temps. Et cette âme qui va au-delà de juste notre corps, de notre esprit terre à terre, il faut se mettre dans un système. Se mettre dans un système ne signifie pas négliger les autres systèmes. Exactement. Ou même railler les autres systèmes. Il y a quelque chose qui nous unit, qui est beaucoup plus fort, c'est déjà cette croyance en l'existence de l'âme. Et ce n'est pas compliqué. Comme je dis, le rêve, c'est un formidable secteur qui permet quand même de se poser des questions. Bien sûr. Celui qui ne se pose pas des questions sur les rêves, à mon avis, il rate des choses. Oui. Il faudrait qu'il y pense. Maintenant, la façon dont on exerce cette croyance, qui a une importance, je dirais, relative. L'important, c'est de pouvoir se dire que, outre ce qui est tangible, je fais du bien, j'aide les voisins, etc., les nécessiteux, est-ce que je le fais juste comme ça, ou bien est-ce que j'ai des idées supérieures en matière d'essai d'atteinte d'un certain niveau de la société, une certaine harmonie, c'est le mot. Si la réponse est oui, ça veut dire qu'on est en train de se soucier de l'âme, qui est censée être plus pure que juste notre cerveau, juste notre activité quotidienne avec les contingences que l'on connaît de subsistance. L'âme, c'est quelque chose de plus élevé, c'est de plus pur, mais qui n'est pas là juste pour s'extasier, mais permet justement de redescendre sur le quotidien et de l'améliorer. Et d'être beaucoup plus généreux, pas dans le sens j'ai fait telle chose, j'attends tel résultat personnel. Non, on est convaincu qu'il faut aider les gens, on est convaincu qu'il faut se montrer généreux dans les idées, dans le bien matériel, tout ce qu'on a. Pas simplement parce qu'on a cet espoir de récompense, mais on se dit que, si je donne un exemple de la religion musulmane, tout le corpus de législation, de ceci, cela, c'est pour une société plus harmonisée, plus apaisée. Et quand on regarde dans le livre saint, Al-Qur'an al-Azim, les parties consacrées à l'organisation de la société, le mariage, le divorce, où Allah subhanahu wa ta'ala entre même dans les détails, l'héritage, sur plusieurs pages, où lui-même donne des pourcentages, donne des hypothèses, dans tel cas, voilà ce qu'on fait. S'il n'y a pas de fils, il n'y a pas de parents en vie, voilà ce qu'on fait, etc. Donc tout cela, c'est vraiment l'organisation de la société. Mais simplement parce que c'est parti d'un niveau supérieur, l'âme dont on parle, qui est beaucoup plus pure, beaucoup moins astreinte à ces difficultés quotidiennes que nous vivons nous-mêmes, pour pouvoir justement faire descendre en nous ce désir d'arranger les choses. Toujours pour parler de cette religion musulmane que je connais mieux, mais je rappelle, une parenthèse, que le musulman, il doit croire aux envoyés qui ont précédé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'ensemble des envoyés. L'ensemble des envoyés. Ceux qui connaissent Amana Rasoul, bon, ça, dans Baqara, ça résume bien la chose. Parce que justement, le principe a toujours été le même. Faire en sorte qu'on ait une société apaisée. Quand on vous demande de ne pas voler, de ne pas tuer, etc., bon, de ne pas mentir, d'éviter de mentir, de ne pas promettre des choses qu'on n'a même pas l'intention de faire, etc. Et souvent, je donne juste 2 exemples, souvent en disant, si on prend juste quelques hadiths, donc les faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa sunna, il y en a des milliers.
Mais prenons juste là où il dit, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Croire en Dieu, évidemment. Mais il dit, vous ne croirez pas tant que vous ne voudrez pas pour votre frère ce que vous souhaitez pour vous-même. Pour vous-même. C'est-à-dire cette générosité, mais aujourd'hui, Moussa va garer une voiture rutilante. Oh, comment il a fait pour ça? Il doit avoir des activités un peu louches. Mais musulman, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Quelle que soit la confession de l'autre, c'est l'humain d'abord. Parce que quand Allah parle de la position élevée qu'il a donnée à l'humain, il ne dit pas la position que j'ai, voilà, bani Adam, il ne dit pas j'ai placé sur une position élevée, une position d'excellence le musulman. Non, il parle de l'humain. L'humain, exact. C'est extrêmement important. Et l'harmonie entre musulmans n'est pas suffisante. C'est l'harmonie entre les gens de la société, quelles que soient leurs confessions. Donc, si on est dans un système musulman, système chrétien, système bouddhiste, faisons en sorte d'être excellents dans ce que nous faisons. Mais en ayant toujours le souci de l'autre. Très bien, très bien. Donc ça, c'est le côté âme, le côté spirituel. Et à mon avis, ce serait un peu bancal de s'occuper juste de l'âme. Exact. Donc tout le temps fourré à la mosquée. Oui. Mais côté occupation, le corps, etc., on néglige, on compte sur les autres. Exact. Non. Il faut les trois. Bon, je ne dis pas que ce sera pile, un tiers, Oui. mais au moins qu'on essaye, on ait ce souci d'atteindre l'équilibre. Exact, heureusement. Voilà le mot, l'équilibre à rechercher dans ces trois entités. Le corps avec une bonne alimentation, en plus de l'entretien physique. Ah oui, absolument. C'est important. L'apprentissage continue à travers les lectures, les formations, pour aiguiser l'esprit. Et j'ai bien aimé cette capacité à réfléchir sur les propositions de quelqu'un d'autre, les idées de quelqu'un d'autre. On reçoit, mais on réfléchit. Sans pour autant être dans une confrontation, mais de faire des contre-propositions. C'est très intéressant. Et bien évidemment, l'âme aussi avec tout ce qui est spirituel, les valeurs humaines surtout, pas forcément cantonnées dans une religion, mais les valeurs les plus élevées de l'humanité. C'est telle est la réalité même de la croissance explosive qui doit commencer par soi-même, du point de vue personnel, du point de vue la plus profonde possible, avant maintenant de pouvoir déteindre tout ceci sur les autres pour les aider à être également des leaders. Absolument. Nous touchons à la fin de cette émission. On va juste faire des petites questions très rapides. Votre livre préféré, parce que vous avez parlé de lecture, beaucoup de lecture. Quelle est votre lecture ou livre préféré? Alors, mon livre préféré, c'est celui que j'ai découvert dans le domaine justement du leadership dans les années 80, je crois, oui. 80-90. C'est Renversons la pyramide. Renversons les pyramides. La pyramide. Renversons la pyramide, c'est de Jan Carlson, qui était le PDG de Scandinavian Airlines System, SAS. Ok. Et dans ce livre, que j'ai découvert donc, dans les années 80, quand c'était à la tête du programme d'exploitation, c'était de dire, la pyramide, c'est quoi? C'est le patron, le PDG là-haut, les cadres qui suivent, ensuite les cadres moyens, ensuite le petit personnel en bas, quoi. Puis bon, c'est comme ça. Il dit, mais mettons au sommet, en tant que patron d'une société de service, le transport aérien, mettons au sommet les clients. Et juste après les clients, en dessous, mettons le personnel de maîtrise
qui est en contact direct avec les clients. C'est eux qui savent ce dont le client a besoin. Et nous autres, grands patrons, on est en bas, mais à l'écoute de ce que ces cadres moyens qui sont en contact avec la clientèle nous disent qu'ils ont besoin comme moyen pour satisfaire les clients. C'est toute une approche, c'est-à-dire en fait il faut mettre les clients au centre des choses, savoir que le directeur financier, le directeur des ressources humaines, le directeur technique, le directeur du marketing, ils viennent en soutien aux autres, au personnel. La petite dame qui est au guichet, qui reçoit les clients directement. À l'époque, c'était ça. Bon, maintenant, en ligne, on se fait son petit billet. Et avant, il fallait s'asseoir devant la dame. Voilà, madame, je voudrais aller à Hong Kong. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je passe par Paris, Bruxelles, etc. Elle doit faire ses petits calculs, le conseiller, prendre le temps de le faire. Mais ce personnel-là, en termes de connaissance de la clientèle, est beaucoup plus crédible que le directeur marketing, qui lui ne fait que rassembler des statistiques que lui remontent les gens pour pouvoir sur un tableau de bord tirer les conclusions et prendre des décisions top-down, donc de là-haut, faire descendre des instructions à ses collaborateurs, faites ceci, faites cela, parce qu'il a reçu une ou deux lettres de réclamation, etc. Alors que le personnel à l'aéroport qui enregistre les passagers, qui est là à voir comment régler ce problème du passager réticent pour payer des excédents de bagages, le client qui est fâché parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la survente, overbooking, et qu'on est obligé de débarquer en lui proposant de prendre le vol suivant. Mais cette dame, ce monsieur, ben, ils sont beaucoup mieux placés que le directeur fonctionnel ou le patron de la compagnie. Et donc l'essence de ce livre, c'est cela, très convaincant. Bon, après, les choses se sont bien développées, en différents modèles qui ont été développés par les McKinsey, retour sur les BCG, Boston Consulting Group, les gens de Harvard, etc., qui ont modélisé pas mal de choses, mais le principe reste le même. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut arriver en termes de stratégie à renverser la pyramide. Et ça m'avait beaucoup marqué. Ça venait confirmer ce que je croyais, déjà ce que je pensais. Donc c'est pourquoi vraiment c'est un livre de référence pour moi. Très bien. Un livre de référence sur le leadership, justement, qui est le leader qui vous inspire? Alors, tout à l'heure, on parlait de on parlait de l'équilibre. Oui. Mais il se trouve justement que mon leader, il est très loin de notre époque. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans sa dimension de leader. De leader, oui. Quand on parle de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on voit le prophète. Et on pense tout de suite spiritualité. Mais il a été un stratège extraordinaire, parce qu'il fallait mener des batailles. Il fallait gérer une cité qui s'appelle Médine, où il n'y avait pas que des musulmans. Son voisin immédiat était juif d'ailleurs, avec toutes les petites histoires, des générosités justement qu'il a développées. Et quand on parle de lui, c'est la gestion d'une cité plurielle, où il n'y a pas que des musulmans, où il y a, comme d'habitude, il y a des voleurs, il y a des méchants et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a développé comme qualité de leader? Savoir entendre des choses qui ne lui plaisent pas et ne pas réagir au quart de tour. La capacité d'écoute. Peu de leaders l'ont. Au contraire, c'est son entourage, et avec en tête c'est Omar, très bouillant, qui réagit, donc laissez-le faire. Quand la personne a fini de parler, tranquillement, il dit oui, mais ce n'est pas comme ça. Voilà. Et très souvent, la personne rejoignait la religion en disant, ah si, celui-là, il fonctionne comme ça, comme leader,
Je suis convaincu. Donc, les différentes formes de leadership que tu connais, les leaders qui sont là, les leaders en suivent parce qu'ils sont obligés. Ils ont leur salaire à la fin du mois, ils acceptent le début. Il y a des leaders qui sont là parce que justement, ils partagent et que les gens sont engagés. Ils sont enthousiastes à l'idée de travailler avec un tel. Ouais. Donc, pour moi, c'est le modèle, pas juste le côté spirituel, mais qui déteint sur le comportement quotidien. Évidemment, il y a un lien. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de l'âme qui permet, dans sa définition très pure, d'influer quand même sur nos façons de faire, notre capacité d'écoute, notre générosité, parce que nous acceptons les avantages que le voisin a, nous en sommes même contents. Mais ça découle un peu d'une bonne analyse de la... Mais surtout d'un leader comme Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a eu beaucoup d'écrits, même venant des Occidentaux, qui parlent justement de ce côté de leadership. Donc c'est mon modèle pour ça. Merci. Et quelle est cette habitude quotidienne qui vous a beaucoup aidé et qui continue à vous aider et que vous continuez à pratiquer? Alors, sois pas étonné que je parle de religion, parce que justement, la religion, quelle qu'elle soit, est très mal comprise par les pratiquants. Je donne souvent des conférences en ligne sur différents sujets, mais avec à la base l'islam. Et je disais, il y a, je crois que c'était Laylatul Qadr, non, juste avant Laylatul Qadr, donc il y a peut-être une quinzaine de jours, c'était être musulman dans un monde de confusion, où tout est un peu mélangé. Le titre, c'était cela. Et je donnais un conseil que je donne souvent. Je dis, vous avez les habitudes, puisqu'on parle d'habitudes, les 5 prières chez le musulman. Ça peut être autre chose. Si vous êtes dans une autre confession, vous faites la prière, mettons, une fois par jour, par exemple, je n'ai pas les détails. Ou bien vous avez des habitudes, mais répétitives. C'est l'occasion rêvée. À chaque fois qu'on exerce cette habitude, qui peut être dans un cycle différent, chez les musulmans c'est 5 fois par jour, mais si vous faites la prière de Maghrib, par exemple, à 19h30 à peu près maintenant, je conseillais aux gens qui ont bien apprécié, je dis, quand vous faites votre prière, ne vous arrêtez pas à la partie mécanique. Pensez depuis la dernière prière, donc Asr, vers les 17h, qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Mais dans le sens de vous juger pour mieux vous améliorer. Et vous verrez tout de suite, ah oui, j'ai eu un coup de fil à 18h, ah non, je n'ai pas été gentil, j'ai engueulé la personne au téléphone, est-ce que c'était utile? Ah oui, l'autre, mon fils est venu me parler, je l'ai à peine écouté, je lui ai dit non, je sais où tu vas aller, est-ce que c'est une bonne attitude? Ah non, vraiment, il faut que j'améliore, il faut que j'apprenne à écouter mon fils, qu'il termine. Même si ça me semble être des bêtises, il faut que je l'écoute. Quand il a fini, il faut que j'ai cette patience-là. J'ai eu une mauvaise pensée tout à l'heure, vers 18h30, parce que telle personne est venue m'emprunter de l'argent. J'aurais pu l'aider, mais bon, je ne l'ai pas fait. Donc, on se remet en cause à chaque exercice de ces habitudes dont tu parles. Maintenant, si ces habitudes sont répétitives, je ne dis pas que dès la première semaine, vous avez tout réglé, mais pas du tout. Mais au fil des mois, au fil des ans, vous vous améliorez parce que ce sont des rendez-vous, des habitudes que vous avez hâte de retrouver pour pouvoir vous poser un peu, vous calmer un peu. Et en toute lucidité, sans complaisance aucune, voir s'il y a eu des pistes d'amélioration avec ce que vous avez vécu.
Si vous faites ça 5 fois par jour, je vous garantis que vous aurez de bonnes améliorations palpables, très rapidement. Mais j'aime bien le mot habitude. Habitude. Si vous allez à la salle de sport tous les jours à 19h, retrouvez les copains, pareil, raisonnez pareil, depuis hier 19h, là, j'y vais encore là. Qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? Est-ce que j'ai des raisons d'être fier de ce que j'ai fait? Si c'est non, ben, essayons d'analyser et de voir quelles sont les meilleures façons d'améliorer les choses. Voilà ce que j'appelle la bonne utilisation des habitudes. Très intéressant. Faire de la prière ou même des habitudes, non pas des actes mécaniques, mais des moments de réflexion, de méditation, d'introspection surtout. Exactement. C'est très utile pour tout un chacun. Et pour finir, quel conseil donneriez-vous aux jeunes leaders africains? Alors, les jeunes leaders africains, je souhaiterais qu'ils soient très différents des leaders, entre guillemets, parce que tout le monde se dit leader. Hein. Ici, on aime bien être très laudateur. Ah ouais, monsieur le président, grâce à votre leadership, je ne parle pas de président, de tel ou tel, président, en tout cas. Président, point. Président. Votre leadership éclairait n'importe quoi. En réalité, un défaut fondamental chez les leaders, entre guillemets, c'est le fait de s'accrocher à leur poste. Okay. Vous êtes nommé DG de je ne sais pas quoi, vous dépendez de tel ministère, ou vous êtes rattaché à la présidence ou à la primature. Vous ne dites plus la vérité. On vous demande de dire la vérité de la bonne manière. Il ne s'agit pas d'être arrogant, mais dire les choses de la bonne manière, c'est préparer sa suggestion qui va à l'encontre du point de vue de la hiérarchie. Mais argumenter, et on revient à la communication, de telle sorte que vous puissiez être entendu. Mais très souvent, les gens ne se hasardent pas sur ce terrain qu'ils trouvent trop glissant. Donc, ils avalent des couleuvres. Ils laissent faire des bêtises, entre guillemets, sachant qu'on va droit dans le mur. Exact. Mais au nom de la préservation de son poste, eh bien, le leader, il est prêt à taire les choses en se disant « ça va aller ». Alors, son action néfaste, conjuguée à des milliers d'autres actions néfastes des différents postes, eh bien, ça conduit la nation à la catastrophe. Et c'est ce qui nous arrive. Donc, un leader doit être courageux. Courageux. Et se dire que la priorité, c'est de dire la vérité. Maintenant, il y a une façon de dire les choses. Exactement. Il y a une façon de préparer les choses. On parlait de discours du Toastmaster tout à l'heure. Mais c'est pareil, il y a un projet, manifestement, ce que monsieur le Premier ministre, ou le ministre, ou le DG pense faire. Nous avons des arguments pour lui montrer que ce n'est pas ça. Et avec tout le respect, on prépare un dossier au leader. Lui prendra la décision. Mais pas juste là pour s'accrocher à son fauteuil. Et si tu ne fais pas gaffe, évidemment, c'est des gens très proches qui te diront, mais écoute, si tu ne le fais pas, tu sais qu'ils vont te sortir de là, et puis ils vont mettre quelqu'un d'autre. Quand tu leur dis, mais ils n'ont qu'à le faire. Ils me disent, mais toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut rester soi-même. Rester soi-même. C'est très bien. Votre parcours nous rappelle une chose essentielle. Le leadership, ce n'est pas seulement une position, c'est une responsabilité, c'est une question de transmission. Et merci à vous pour ce moment de transmission, ce moment de partage. Ça a été très utile. Merci à vous. Merci à toi d'avoir eu cette idée. Merci.